Donc bonjour, il est 18 h. On va attendre 18 h 03 pour commencer, le temps de laisser arriver tout le monde. Bonjour à tous. Donc comme je disais, on va se donner jusqu'à 18 h 03 pour démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous. Il est 18 h 03. Si vous le voulez bien, on va commencer. Allez, c'est parti. Donc merci déjà d'être présent à cette call. Donc pour me présenter, Eric Tizy, je suis le patron de DB Schenker au Maroc. Donc plutôt la partie route et overseas international. Donc, je remercie Tijara de m'avoir invité à ce webinaire pour parler effectivement du secteur de la distribution et notamment des performances logistiques que je vais axer principalement sur l'optimisation du transport international au service de la distribution, du fait effectivement de mon ADM et de mon parcours. Donc, hop, en préambule, si vous voulez bien, la performance logistique, c'est une notion un peu complexe à appréhender. Et auparavant, elle était plutôt focalisée sur des notions d'efficacité et d'efficience et centrée majoritairement donc sur des éléments économiques. On se basait uniquement sur l'économie. Et aujourd'hui, ça encadre un environnement un peu plus élargi, avec un aspect multiculturel, incluant de la résilience, de l'orientation client, parfois même de l'aspect RSE, auquel effectivement il faut faire attention. Donc, j'ai découpé mon intervention en 3 parties. Une première partie, pensée en dehors de la boîte, think out of the box. Une deuxième partie sur une connaissance de vulgarisation sur le produit route internationale. Et puis, on terminera sur un sujet d'innovation. Donc, concernant les solutions de transport basiques, généralement, quand on réfléchit de transport international, on pense à des solutions maritimes, aériennes, routes, avec toutes les déclinaisons qui vont derrière. Donc, par exemple, en maritime, on peut penser au LCL, au groupage maritime, au FCL, au container de groupage, ou au vrac, donc les vraquiers.
En aérien, on a du groupage, où on a effectivement des charters, des avions dédiés. Et en route, on a du FTL, du LTL et du groupage. Et on a une tendance, la nature humaine a une tendance à reproduire des modèles qui sont connus sans forcément les remettre en cause. Pourquoi? Parce que derrière, effectivement, on a du confort, on a de la rapidité, on a parfois peur de tester de nouvelles choses. Parfois, c'est également une manque de connaissances en fonction des gens qui prennent les décisions d'utiliser tel ou tel transport, ou voire de la manque d'implication. Pourquoi je me casserais la tête? Je ne suis qu'un simple salarié, je gagne X et j'ai pas envie de me creuser la tête et de me casser la tête. Et donc, ça, c'est des schémas qu'on retrouve régulièrement, nous, dans nos interactions avec effectivement des donneurs d'ordre en termes de transport, où vous avez une opération, quelqu'un qui fait des opérations maritimes en FCL, il va vous demander, il va revenir vers vous en tant que prestataire de transport, il va dire, bah, tiens, voilà, j'ai besoin d'un transport de FCL, un 40 pieds, un 20 pieds, depuis Shanghai à rendu Casablanca. Il ne va pas exprimer le besoin d'une autre façon, il pourrait très bien exprimer le besoin d'une autre façon en disant, bah, tiens, j'ai telle quantité de matière à importer au Maroc, mon budget, il est de temps, mon délai nécessaire est de temps, tu connais ton métier, fais-moi des propositions. Ce cas de figure, on le rencontre vraiment d'une façon très rare et très souvent, effectivement, où on nous demande un prix par rapport à une solution que le client lui-même approche. Et donc, pourquoi aujourd'hui il est important de penser un petit peu en dehors de la boîte? Parce que justement, l'environnement change, notre environnement change. Tout le monde se rappelle de l'événement Covid avec la perturbation de la supply chain. Il a fallu effectivement repenser. On a également d'autres sujets. On peut parler par exemple de la CSRD qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Union européenne, qui va être une taxonomie, une barrière non tarifaire pour effectivement éviter de rentrer des marchandises et une certaine de protection européenne par rapport à des éléments de décarbonation. On a parfois des choses en termes d'éthique, où effectivement vous avez des entreprises qui aujourd'hui portent un œil un peu plus attentif sur la façon dont ils mènent leurs affaires. On a également d'autres bouleversements. Plus récemment, on a eu des grèves aux États-Unis qui ont immobilisé un certain nombre de ports américains. On a eu les événements effectivement au Yémen où vous avez des navires qui se faisaient shooter et donc ça a totalement reconfiguré le process de transport maritime. Et puis sans oublier le climat, on le voit tous les jours, y compris aujourd'hui au Maroc, on a des températures relativement hautes par rapport à la saison. Donc tout ça, ça génère potentiellement des perturbations qui peuvent éventuellement challenger notre supply chain. Donc, c'est pour ça qu'on rentre aujourd'hui dans ce qu'on appelle très souvent un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et pourquoi ce monde VUCA perturbe la supply chain et le monde du transport? Parce que notamment en termes de volatilité, on a des fluctuations rapides de la demande et de l'offre qui rendent effectivement la planification très difficile. Et les entreprises doivent pouvoir réagir rapidement aux changements pour éviter soit des ruptures de stock, soit au contraire du surstock. Donc c'est un équilibre très fragile pour naviguer dans cette volatilité. On a également l'incertitude. L'incertitude, c'est l'imprévisibilité des événements, comme on l'a vu, qui aurait pu prévoir le Covid. C'est très difficile. Et donc, ça rend effectivement, en termes géopolitiques, économiques, on l'a vu, également climatiques, ça rend difficile les prévisions futures. Et cela nécessite effectivement des systèmes de gestion de chaîne d'approvisionnement plus flexibles, plus adaptables et ne pas penser uniquement d'une seule branche, essayer d'ouvrir un petit peu nos chakras et de regarder éventuellement les possibilités qu'il y a autour de nous. En termes de complexité, donc on a la globalisation aujourd'hui avec la diversification des produits qui du coup augmente la complexité logistique. Avant, vous aviez un ou deux fournisseurs. Aujourd'hui, votre fournisseur, alors même si vous checkez la chaîne logistique de votre fournisseur a lui-même un fournisseur qui a lui-même un fournisseur
avec effectivement des connexions à d'autres endroits du monde. Et donc, cette complexité est très difficile à appréhender, ce qui rend effectivement la supply chain très compliquée à gérer. Et donc, les entreprises doivent gérer de plus en plus de fournisseurs et distributeurs qui sont avec un panel et un scope de plus en plus variés. On a également l'ambiguïté, avec la difficulté d'interpréter les signaux des marchés. Avant, c'était simple, on avait souvent des phénomènes qui se reproduisaient. Aujourd'hui, voilà, on est carrément out of the box et c'est très difficile de prendre des décisions aujourd'hui en se basant sur des éléments passés, puisqu'effectivement, le paradigme est totalement différent. Donc, très souvent, les entreprises font appel à des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, ainsi de suite, pour éventuellement analyser au mieux ces tendances. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? L'objectif, effectivement, c'est ne pas simplement reproduire le modèle d'achat qu'on gère habituellement, et c'est de réfléchir également un petit peu out of the box. Et donc, il y a d'autres choix possibles. Alors là, je vous en ai cité certains, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres. Et par exemple, aujourd'hui, vous avez de l'océan combiné avec de l'aérien, vous avez du rail combiné avec de la route, vous avez de l'aérien combiné avec de la route. Pour certains critères, on peut avoir également des demandes de livraison décarbonées. Alors ça, c'est généralement en route. Alors quand je dis route, ça peut être en véhicule routier, voire potentiellement pour des centres-villes dans des vélos cargo. En Europe, c'est quelque chose, c'est une tendance qui est en train de se développer. Et puis également pour les produits aériens et maritimes, on a le SAF et on a le SMF qui sont des produits décarbonés. Très souvent, c'est de la réutilisation d'huile de friture. Donc les compagnies aériennes et compagnies maritimes font payer un supplément pour garantir effectivement un achat de produits pour éventuellement avoir des certifications comme quoi effectivement le fret que vous avez transporté, il a été transporté avec du produit SAF ou du produit SMF. Donc ça peut rentrer également dans les chaînes de critères aujourd'hui des acheteurs en termes de transport. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Alors, je vous parlais de solutions océan-air. Comment ça se concrétise? Par exemple, aujourd'hui, il y a des chaînes, il y a des canaux qui existent avec des importations qu'on peut faire en Asie, en container de groupage. Jusqu'à présent, le container de groupage, vous aviez soit du container de groupage très économique, mais très long, ou vous aviez de l'aérien très rapide, mais par contre très onéreux. Et quand vous avez par exemple un Shanghai-Casablanca et que vous avez éventuellement 18 jours devant vous, le tout maritime, c'est pas bon parce que vous n'allez jamais réussir à choper vos délais garantis avec du tout maritime. Et de l'aérien va se faire en 3-4 jours. Donc, quelque part, vous allez payer de la surqualité parce que la marchandise va arriver au bout de 3-4 jours. Et finalement, vous avez besoin de la marchandise au bout de 18 jours. Donc, effectivement, le fait de jouer avec les modes de transport, et qu'est-ce qui se passe dans l'exemple concret, c'est qu'il y a des lignes de groupage qui existent au départ de toute l'Asie. Containers de groupage qui sont rendus jusqu'à Dubaï. À Dubaï, par exemple, notre groupe, mais on n'est pas les seuls, il y en a d'autres, ont des plateformes de déconsolidation, reconsolidation. On décharge les containers de groupage, on change la documentation aérienne en documentation, la documentation maritime en documentation aérienne, et ensuite ça prend des vols cargo qui reviennent directement sur le Maroc. Donc c'est un mix produit entre du tout maritime qui serait très économique mais très lent, du tout aérien qui serait très cher et très rapide. Là, ça permet de faire effectivement un mixte produit. D'autres exemples, donc aujourd'hui, vous savez tous, en container au départ d'Asie, c'est un petit peu compliqué, déjà en termes de capacité, de garantie, et puis également le retard, les 15 jours qu'on perd en passant effectivement par le sud de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a un exemple qu'on utilise, nous, d'une façon fréquente pour des clients qui sont vraiment sensibles au délai. C'est une solution rail-route. Donc, peut-être que tout le monde ne le sait pas autour de cette table. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui en rail, donc depuis plusieurs ports et villes chinoises, a rendu Duisburg en Allemagne.
Donc, il y a deux types de trains. Vous avez des trains économiques et vous avez donc qui mettent à peu près 30-35 jours les trains économiques. Et vous avez entre guillemets des trains rapides où là on leur donne la priorité pendant tout le parcours. Où là on a plutôt du 18-20 jours. Une fois arrivé à Duisbourg, bien entendu, il y a du dépeautage, il y a de la vérification documentaire, il y a le changement de documentation pour justement établir des CMR. Et ensuite, effectivement, donc en temps de transport, ça met uniquement 3 jours entre l'Allemagne et le Maroc. Mais vous avez également toute la partie documentaire, des notifications également douanières à apporter, où effectivement, ça met à peu près 8 jours. Donc, grosso modo, sur ce type de flux, vous avez à peu près du 28 jours de délai versus du 45 jours en océan. Et vous le voyez, hein, donc alors vous le voyez peut-être pas, c'est peut-être pas suffisamment grand. C'est un produit qui s'est lancé dans les années 2010 à peu près. En année 2010, on faisait assez peu de trains. Hein. On faisait à peu près, le groupe faisait à peu près une centaine de trains par an. Puis 2012-2013, on faisait plus de 200 trains par an. Puis 2014-2015, 600 trains par an, 5000 trains par an 2016-2018. Et aujourd'hui, on est à plus de 27 000 trains. Et cette solution, ce n'est pas que pour des containers complets. Hein. Alors, bien entendu, on peut faire des containers complets, 20 pieds, 40 pieds, mais c'est également des solutions qui existent pour du groupage. Alors, en prix, ça coûte nettement plus cher que du tout maritime. Hein. Par contre, ça coûte nettement moins cher que du tout aérien. Donc là encore, un mix produit qui existe. On peut réfléchir un petit peu en dehors de la boîte entre du tout aérien et du tout maritime. Une autre solution, encore une fois, notre mix produit, c'est de l'air route. De l'air route, c'est pourquoi on fait de l'air route sur le Maroc? Déjà sur le Maroc, vous avez des capacités au niveau air freight qui sont assez limitées. On a assez peu d'avions cargo qui se posent au niveau de Casablanca. On a principalement des vols passagers. Et en fonction effectivement de la dimension et de la volumétrie que vous avez à transporter, c'est limité. Donc, dans ce cas concret, on utilise effectivement le terminal de CDG où on a notre propre société de handling sur les pistes où on reçoit des vols cargo sur CDG. On transfère de CDG jusqu'à effectivement Gennevilliers, où on a un terminal routier. On change la documentation aérienne en documentation routière et là, ça redescend effectivement sur Casablanca. C'est un peu plus long que du tout aérien, mais encore une fois, d'une part, c'est plus économique, et d'autre part, en termes de capacité, on a effectivement des capacités nettement plus grandes en termes de solutions. En termes de décarbonation, on en parlait, donc c'est quelque chose de cette carte, il y a encore 5 ans, elle était pratiquement vide. C'est-à-dire qu'il y a une tendance aujourd'hui à une demande du marché sur la décarbonation. Et aujourd'hui, on a parcouru, notamment chez Schenker France, puisque en plus d'être patron du Maroc, je suis également membre du comité exécutif de Schenker France. On a parcouru un super chemin. Hein. Aujourd'hui, on livre 32 villes en cyclo, hein, en vélo cargo. Pour ceux qui étaient présents lors de la call de l'année dernière, j'avais effectivement montré tout ce qu'on faisait en décarbonation. On a 60 poids lourds bio GNC. On a 132 poids lourds électriques, hein, dont 6 tracteurs, et on a 20 agences qui fonctionnent au HVO. Hein, donc, c'est pareil, c'est de l'huile de friture, donc c'est décarboné. Donc, au total, on a 632 poids lourds bas de carbone, ce qui représente aujourd'hui 50% de notre parc propre en énergie alternative. Donc, c'est une super avancée. On sent effectivement qu'il y a de plus en plus de demandes du terrain, notamment de grosses multinationales qui demandent effectivement à fonctionner et avoir des solutions décarbonées. Donc ça aussi, il faut y réfléchir dans sa supply chain. Donc ça, c'était pour la partie out of the box. J'espère que vous aurez appris un certain nombre d'éléments. Je voulais également profiter de cet auditoire pour vous parler de la route et essayer de vulgariser un petit peu le produit route. Très souvent, on est confronté à des industriels et à des distributeurs qui ne connaissent pas forcément l'ensemble des métiers de la route avec l'avantage inconvénient des différents systèmes. Donc, la route, ce n'est pas qu'un seul produit. La route, en vérité, vous avez 3 types de produits. Vous avez le FTL, hein, Full Truck Loading.
vous avez le LTL, Less Than Truck Loading, et vous avez de la messagerie, qu'on peut appeler également groupage. Donc, en termes de vulgarisation, je vais vous expliquer brièvement de quoi il retourne. Donc, le FTL, c'est simple, c'est un camion qui est chargé, plein ou pas plein, peu importe, mais la règle, c'est il part d'un expéditeur, il va directement à un destinataire. Point. Il ne passe pas par les plateformes, il ne fait pas de la consolidation, c'est assez basique. Avantage, vous avez une livraison rapide sans arrêt, vous avez une sécurité accrue, puisque généralement c'est des lignes directes, et il ne s'arrête pas il n'y a pas de rupture de charge, pas de manutention de la marchandise sur des plateformes. Au Maroc, c'est éventuellement des solutions qui sont compatibles MEAD, si le fret est manipulable. Donc effectivement, la marchandise peut arriver au port de Tanger, étant donné qu'on est opérateur économique agréé sécurité sûreté, que ce soit d'ailleurs pour les containers ou pour les camions complets, on peut effectivement recevoir des unités complètes au niveau du MEAD, ce qui permet de libérer l'unité de transport et d'éviter de payer effectivement l'immobilisation soit du container, soit du véhicule, et le véhicule part, et même s'il y a eu des problèmes de manque de documentation, ça reste au niveau du MEAD, et il n'y a pas ces frais à payer. Le coût négatif, c'est un coût élevé et un impact écologique, surtout sur les petites quantités. Donc, si le camion est plein, il n'y a pas de débat. Mais si effectivement le camion est moitié chargé, vous allez payer un camion complet. En termes de coût, en termes de carbone, effectivement, on aurait pu encore optimiser le véhicule. Il y a également les coûts d'immobilisation. Donc, si demain il se passe quelque chose, ça arrive en frontière, par exemple au port de Tanger-Med, et la documentation n'est pas adéquate, vous avez pris la décision de ne pas décharger au niveau du MEAD, le camion restera immobilisé tant que la déclaration douanière n'est pas finalisée, et donc les coûts d'immobilisation peuvent monter relativement importantes. Il y a également une petite lenteur administrative au niveau du port, puisque si on décide de transférer au MEAD, généralement c'est des opérations qui se passent le week-end, c'est très simple, on utilise ce qu'on appelle un code simplifié dans la déclaration de l'acquis à caution, et généralement il faut indiquer le HS code, la référence douanière. Donc, on a une exemption pour les camions de groupage. Donc, ce transfert se fait et on indique toutes les positions avec un HS code 999 pour arriver jusqu'au MEAD. Pour les camions complets de plus de 10 HS codes, on peut également marquer du 99999. Pour les camions complets de moins de 10 références, là, la douane exige, pour pouvoir faire le transfert au niveau du MEAD, de détailler les HS codes. Et comme vous le savez, sur la facture, ça ne suffit pas. La facture, les premiers chiffres du HS code sont communs à tous les pays. Les derniers chiffres ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre. Et étant donné que généralement les clients ont leur propre transitaire, nous, un acquis à caution, c'est considéré comme une déclaration en détail. C'est-à-dire que si nous, on prend de notre initiative de déclarer avec les derniers chiffres et de notre propre initiative, on souhaite mettre un certain nombre de HS codes et que ça ne correspond pas à la réalité que va déclarer le transitaire du client, potentiellement, il peut avoir des amendes. Donc, généralement, cette lenteur administrative vient du fait que les opérations se passent en week-end, le transitaire du client n'étant pas disponible le week-end. Généralement, il faut attendre le lundi pour avoir le transitaire au téléphone du client qui connaît très bien la marchandise, qui sait sur quel HS code il va le déclarer pour qu'on puisse faire l'acquis à caution avec le même HS code. Voilà la petite information que je voulais vous passer également sur le FTL. Ensuite, on a le LTL. Alors, le LTL, c'est quoi? Ça ne passe pas par une plateforme, mais on fait ce qu'on appelle un milk run, une tournée du laitier. Vous avez un expéditeur A. Le camion va s'arrêter chez l'expéditeur A. Il va aller ensuite chez l'expéditeur B. Il va charger le deuxième lot. Il va aller chez l'expéditeur C. Il va charger effectivement le troisième lot. Et puis ensuite, quand le camion est plein, il va aller chez le premier destinataire. Il va décharger chez le deuxième destinataire, chez le troisième destinataire, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle effectivement du LTL. Donc, avantage, inconvénient, toujours pareil. Donc là, le coût est optimisé, puisqu'effectivement, le camion est généralement plein sur les longues distances. Bien entendu, sur les short distances, il n'est pas forcément plein. Il n'y a pas de rupture de charge, donc pas de casse possible. C'est également compatible MEAD, si le fret est manipulable. On peut effectivement décider de faire un acquis à caution sur le MEAD et de décharger au niveau du MEAD. Le délai, il peut néanmoins être
un peu plus long que pour du direct et que pour du groupage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cette tournée du laitier, si vous êtes en Europe, vous faites 2 ou 3 positions un peu éloignées de différentes villes, ben, c'est de la perte de temps, puisqu'effectivement, les chauffeurs sont soumis à des contraintes de disques, de temps de pause, ainsi de suite, et ça peut effectivement rallonger le process. Parfois, il faut, pendant une semaine, le camion va faire le tour pour enlever sur tous les points. Et ensuite, il fera la traction directe sur le Maroc. Et puis ensuite, de nouveau, là, dédouanement au port ou éventuellement arriver au niveau du MEAD. Donc, ce LTL que je vous ai montré, c'est une situation qui est possible en Europe. Au Maroc, c'est possible de le faire après dédouanement, mais ce n'est pas possible de faire effectivement un 1000 crowns sous douane, contrairement à ce qu'on peut faire en Europe. Il y a le coût d'immobilisation qui également peut être important, parce qu'effectivement, quand vous arrivez au port de Tanger, si vous n'utilisez pas de MEAD, bah, il faut attendre que tous les destinataires aient dédouané l'ensemble des positions pour pouvoir libérer la remorque. Il suffit qu'il y ait un des destinataires qui soit un petit peu en retard, bah, du coup, ça bloquera toute la remorque. Le coût écologique, car le véhicule ne circule rarement plein, hein, vous l'avez vu. Donc à chaque fois, il y a des positions de chargement et de déchargement. Et le risque de blocage au port, si effectivement un opérateur en retard, ça, on vient d'en parler. Le troisième mode de transport, c'est la messagerie ou le groupage. Et donc là, généralement, c'est des entreprises telles que la nôtre, mais on n'est pas les seuls, qui possèdent effectivement un maillage important d'agences sur le territoire, principalement européen. Donc là, sur l'image, vous avez l'ensemble des 720 agences de Schenker au niveau européen. Ces agences sont connectées et interconnectées entre elles. Et puis, dans l'exemple donné, vous avez les pays en vert canard qui possèdent des lignes directes. Donc, il y a plusieurs lignes directes qui partent toutes les semaines à destination du Maroc. Donc, tout est consolidé et ensuite, ça repart sur le Maroc. Donc, qu'est-ce qui se passe pour une agence de messagerie pour tous ces points, hein? Il y a des tractions qui sont faites avec ou sans relais chauffeur en fonction de la distance, en fonction des contraintes qu'on peut avoir. C'est des horaires fixes, hein, c'est un peu comme le Borac, donc c'est chronométré à 18h02 le vendredi. Il y a le camion qui part de Lyon à destination du Maroc. Et puis, on a tout un tas de KPI de traction, de suivi de performance, et c'est mesuré à chaque fois pour vérifier ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, c'est vraiment comme le Borac, c'est vraiment optimisé et suivi précisément. Une fois qu'on arrive dans un de ces points, qu'est-ce qui se passe? Donc, généralement, il y a la déchargement des tractions qui se fait la nuit. Hein. Alors, au Maroc, ça peut être éventuellement aussi la nuit, puisqu'on bénéficie de l'opérateur économique agréé sécurité sûreté. Et donc, dans les avantages que l'administration nous a donnés, c'est qu'on a la possibilité effectivement de décharger les remorques de groupage en dehors des horaires légaux de la douane. Et donc, ça permet de gagner du temps, notamment pour la remise du BAD au client, puisqu'on n'est pas obligé d'attendre qu'un douanier soit là, assiste au dépotage, pour ensuite donner le bon à délivrer. Donc tout ça, c'est fait en temps masqué et ça permet de gagner du temps. Une fois que le déchargement est fait, généralement, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est plutôt côté européen. Hein. Donc le matin, il y a les tournées de livraison qui sont faites. Donc vous avez dans chaque camion qui sont déchargés sur un terminal. Ensuite, vous avez sur les quais des travées de zone. Vous avez la zone 1, par exemple, on va dire que c'est la zone d'Enseba. Vous avez la zone 2, c'est la zone de Rabat. Vous avez la zone 3, c'est la zone de Marrakech. Et donc, vous allez avoir tous les camions qui arrivent, quelle que soit leur provenance, le fret est déchargé dans ces travées. Le matin, toutes les travées sont vidées. Donc là, vous avez la travée de Marrakech ou de Rabat qui est vidée. Tout est chargé dans le camion qui va faire justement cette tournée. Et quelle que soit la provenance en termes de pays, eh ben, le camion de tournée va livrer effectivement tout un tas de clients dans une zoning concernée. Et c'est vraiment optimisé. Généralement, on est à peu près aux alentours en Europe de 20 pauses le matin, un peu moins l'après-midi, puis c'est des enlèvements. Mais le matin, il y a à peu près une vingtaine de pauses qui sont faites à chaque fois. Donc, c'est vraiment optimisé. Il revient à la base entre midi et 2. Si c'est un véhicule électrique, eh bien, ça permet effectivement de le recharger, hein, puisque l'autonomie d'un véhicule électrique n'est pas non plus très optimum. Et ensuite, l'après-midi, de nouveau, le véhicule va faire sa tournée pour là aller enlever chez tous les fournisseurs de la marchandise qui partirait, quelle que soit la destination.
Le véhicule de tournée va arriver effectivement sur la plateforme le soir et de nouveau, c'est vidé dans des travées. Donc tous les colis à destination de l'Allemagne, ils vont être mis dans une travée. Tous les colis à destination de l'Autriche, dans une autre travée. La Grèce, ainsi de suite et compagnie. Et le soir, on prend tout ce qui est dans la travée, on le charge dans le camion international et ensuite ça repart à l'international. Donc ce process que je vous ai expliqué, par exemple, c'est pour un véhicule, un camion, un poids lourd. Aujourd'hui, notamment dans la politique de décarbonation et dans l'approche des centres-villes, pour tout ce qui est centre-ville, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez un camion qui va arriver vers une plateforme de centre-ville. Généralement, c'est des hangars d'une taille un peu plus modeste. Et là, tout est déchargé. Et durant la journée, vous avez effectivement des vélos cargo qui vont faire le matin la tournée de livraison et l'après-midi la tournée d'enlèvement. C'est exactement le même procédé. Donc, avantage, inconvénient. Donc, le point positif, c'est le coût est très optimisé, puisque vous l'avez vu, c'est vraiment chronométré, c'est vraiment très processé. Du coup, les tarifs sont vraiment partagés et du coup, le coût est optimisé parce que le camion roule rarement vide. À chaque fois, le camion, il est limite plein. En termes de délai, c'est très bon, puisque effectivement, à chaque fois, avec ces ruptures de charge, ça permet effectivement de contrebalancer les pauses des chauffeurs. Comme de temps en temps, vous traversez toute l'Europe dans un temps limite record, parce qu'à chaque fois, c'est déchargé dans une agence, c'est éventuellement rechargé, ça repart sur une autre agence, et grosso modo, le temps de pause des chauffeurs, le chauffeur, il la prend dans son agence, et pour l'instant, le véhicule, la marchandise continue à tourner. La simplicité également, c'est un avantage parce que très souvent, quand vous utilisez un transporteur qui a un réseau comme ça aussi dense, avec un seul transporteur, vous pouvez toucher effectivement toute l'Europe. Alors que généralement, quand vous êtes sur du FTL et du LTL, vous allez avoir des spécialistes plutôt de l'Italie, plutôt de l'Espagne, plutôt de l'Allemagne, plutôt de l'Angleterre, ainsi de suite. Également, un autre avantage, le suivi en ligne. Puisqu'effectivement, donc ce que je ne vous ai pas montré dans le graphe, c'est qu'à chaque fois, il y a des scans. À chaque rupture de charge, il y a des étiquettes qui sont collées sur les colis. On scanne et pour les clients, ça permet effectivement une traçabilité. Il y a une transparence qui est donnée qui est vraiment totale. Et généralement, il y a également des POD en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez voir qui a reçu la marchandise, à quelle heure, un peu comme UPS et DHL avec des enveloppes, sauf que là, c'est avec des colis et avec des palettes. Le point négatif, c'est que généralement le fret doit être standardisé, donc pas de longueur, pas de poids trop lourd. La limite, c'est 1,5 tonne maximum par unité de transport, par palette. Et c'est en dessous, des envois en dessous de 2 à 3 tonnes et en dessous de 2 mètres de plateau, puisqu'ensuite ça sort du scope de la messagerie. Après, c'est plutôt du LTL. Il y a des passages à quai, donc effectivement, il faut aussi que la marchandise soit relativement emballée. De temps en temps, quand vous partez, par exemple, de Poznań en Pologne pour venir jusqu'au Maroc, vous allez passer par peut-être 3 ou 4 plateformes. Alors, je vous rassure, nos collaborateurs et les collaborateurs qui gèrent la messagerie, ce n'est pas des sauvages, mais il faut simplement que la marchandise soit correctement emballée avec palettes, filmées, cerclées, pour que tout se passe bien. Et puis, ça nécessite également un réseau important pour être efficace. Donc, la particularité également du Maroc, c'est, vous le savez, depuis février 2024, l'UNSA a décidé effectivement de mettre en place une nouvelle procédure pour les produits vétérinaires, phytosanitaires et alimentaires. Et avant, ce contrôle documentaire se faisait au sein des MEAD. Du fait que ça se fasse maintenant au niveau de la frontière, il y a de plus en plus de transporteurs qui refusent ou qui traînent les pieds pour prendre effectivement de la marchandise ONSA. Donc voilà, il faut que vous en soyez conscients pour effectivement prendre vos précautions. Très généralement, nous, dans notre groupe, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie effectivement que toute la documentation soit collectée en amont. On fait valider effectivement par Tanger le fait qu'on ait le green light de pouvoir charger la marchandise et on ne charge la marchandise qu'à ce moment-là. Donc, ça met par rapport à du groupage standard une petite latence de vérification pour avoir ce green light. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie vulgarisation. Maintenant, pour passer à la partie innovation, justement, je pense que la digitalisation, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles qui existent pour aider
les industriels, les distributeurs à gérer le supply chain. Et je voulais partager avec vous effectivement une de ces innovations. Donc voilà, c'était un nouvel outil qui s'appelle Connect, que le groupe est en train de développer. Alors, on a limité aujourd'hui l'accès au Maroc uniquement aux gros faiseurs. Donc l'outil, ça vous permet effectivement, y compris de passer vos bookings. Donc aujourd'hui, on travaille pas mal dans l'automobile avec des clients qui utilisent cet outil. Donc on vous crée un accès, on vous crée un mot de passe. Ça permet effectivement de renseigner, on configure tous les fournisseurs que vous utilisez habituellement. Et ça permet de gagner du temps. Parce qu'effectivement, uniquement avec 2 ou 3 clics, c'est vous qui pouvez mettre en place votre booking. Tiens, depuis tel fournisseur, j'ai 3 palettes, 500 kilos à enlever, et ainsi de suite. Vous validez, ça passe par un filtre quand même de vérification pour vérifier s'il n'y a pas des erreurs. Et on gagne énormément de temps puisque le message est envoyé directement à l'agence la plus proche de votre fournisseur qui va procéder à l'enlèvement. Et à partir de là, vous avez le suivi en ligne jusqu'à l'arrivée au Maroc. Donc voilà, c'est des outils de digitalisation, encore une fois, qui permettent de jouer à la transparence, qui permettent de gagner en productivité, puisqu'effectivement, tout est fait en ligne immédiatement. Il y a possibilité également de reproduire des commandes, c'est-à-dire si vous pouvez créer des commandes type. Et si vous commandez toujours 5 palettes ou 6 palettes depuis un fournisseur, vous créez effectivement ce modèle-là. Vous n'avez qu'à cliquer sur reproduire et redemander la commande et ça se remet en place d'une façon automatique. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire en termes de vulgarisation et de performance en termes de transport, avec à la fois penser et réfléchir un petit peu out of the box, à la fois de la vulgarisation pour partager avec vous un savoir pour que effectivement les industriels et les distributeurs puissent effectivement prendre des décisions éclairées, et puis également avec des outils de digitalisation qui permettent là aussi de gagner en productivité. Donc voilà, ma présentation est terminée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, pas de questions. Écoutez, quoi qu'il en soit, je suis disponible. Si au cas où vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à passer par Tijara ou éventuellement à me contacter directement et je serai à votre disposition. Merci. Au revoir.